Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, présentation de l'étape numéro 11. Première étape véritablement en ligne, course classique sur cette deuxième semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. On sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez s'imposer aujourd'hui, quels sont vos favoris, votre grosse cote. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. F1, moto, rugby. J'ai regardé le dernier Grand Prix moto du côté de Barcelone, parce que j'ai du retard sur les Grands Prix moto. Quand vous abonnez à la chaîne et que vous voulez soutenir mon travail et que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok également, le débrief juste après l'arrivée. Étape difficile à analyser, parce que le parcours est pas super alléchant pour un leader. Mais le final peut être intéressant. Le parcours sur la première partie, c'est tout plat. Donc c'est pas le parcours le plus satisfaisant du monde. C'est un parcours qui est très droit. On est sur des plateaux, toujours entre 900 et 1050, 1100 mètres d'altitude, grand maximum. On est sur des plateaux, il n'y a même pas un gros dénivelé positif. Par contre, le final peut être intéressant, mais il est assez court. 6 km 8 de montée. Et je dirais que ce sont les 2-3 derniers kilomètres qui sont les plus durs, où là on va avoir des pourcentages intéressants. Sur la première partie de montée, c'est pas le cas. Donc est-ce que c'est suffisant pour faire des écarts? De l'autre côté, pour l'échappée, il n'y a que la victoire qui compte. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule montée. Le sprint bonification est à 18 km de l'arrivée. Donc autant vous dire que c'est pas avec ça que vous allez reprendre des points au niveau du classement de la montagne. C'est les costauds qui vont s'imposer à l'avant de la course aussi. Donc est-ce qu'on va voir des coureurs partir en échappée alors sachant que c'est peut-être plus intéressant sur l'étape du Tourmalet, notamment pour un classement de la montagne. Est-ce qu'on va pas se réserver pour d'autres étapes? Ça, c'est la question qu'on peut se demander, parce que c'est vrai que si le peloton vous rattrape à 18 km de l'arrivée, vous avez fait une échappée pour pas grand-chose. Donc on va voir si là aussi, du côté des baroudeurs, il y aura beaucoup de monde à l'attaque. La question, en fait, c'est de savoir est-ce que les leaders vont considérer que la montée finale est suffisante pour faire des écarts. Si vous avez des coureurs leaders qui le pensent, et ça risque de rouler fort, et puis peut-être les conditions météorologiques qui peuvent un petit peu animer la course. Du côté du dénivelé positif, on est à 2203 mètres. C'est la 13e étape, qui contient le plus de dénivelé positif sur cette Vuelta 2023. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite l'étape du jour, l'étape numéro 11 de cette Vuelta. Comme vous pouvez le voir, une montée sèche du côté de la Laguna Negra Vinuesa. Première partie de course, on partira de Lerma. Un début de course, on sera aux alentours de 1000 mètres d'altitude pendant quasiment toute la journée, comme vous pouvez le voir, sur des plateaux du côté de la région des Castilles et Léon. On passera à Santo Domingo de Silos, Palacios de la Sierra, Covaleda, Vinuesa, Abellar. Et puis le sprint intermédiaire à Vinuesa au kilomètre 145 qui sera également sprint bonification. Là on sera plus qu'à 18 km de l'arrivée et on attaquera cette Laguna Negra Vinuesa. 6 km 5 à 6,7 de moyenne, côte de première catégorie. On regarde tout de suite. C'est assez court quand même. Et les gros pourcentages sont sur la fin. Les gros pourcentages sont sur les 2 derniers kilomètres. On aura des pourcentages à 12-13% max. Mais ça reste très court, 6 km 500. Et comme vous voyez, sur la première partie de montée, c'est 1,8. Alors c'est assez irrégulier, ça monte par palier. Mais c'est pas la montée la plus difficile quand même de l'histoire. Arriver à 1717 mètres d'altitude avec cette montée de la Laguna Negra. Donc 6 km 5 et le dernier kilomètre et demi, on est à 8,4 de moyenne. Entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, on est à 8,2 de moyenne sur le kilomètre. Et les pourcentages max, encore une fois, 12-13% grand maximum. On regarde les derniers kilomètres. Pas mal de courbes entre 5 km de l'arrivée et 2 km de l'arrivée, pas mal d'épingles. Donc il faudra faire attention entre 3 km de l'arrivée et 2 km 500. On a vraiment une zone technique où il y aura donc pas mal de relances.
Et puis après, le dernier kilomètre, lui, est tranquille, avec seulement un rond-point à franchir sur les derniers kilomètres. Donc sur le dernier kilomètre, donc vraiment pas très technique. Voilà, ce passage-là est compliqué. Ensuite, ça va, c'est pas trop difficile. On regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta. Du côté de l'histoire du Tour d'Espagne, Lerma, qui n'a pas connu beaucoup de passages du Tour d'Espagne. C'est même la première fois que le Tour d'Espagne partira de Lerma. C'est une ville qui a par contre connu des arrivées sur le Tour de Burgos. Mati Brechen en 2012. 2016, c'était Nathan Haas et Aberasturi également en 2019 sur le Tour de Burgos. Même Demi Vollering s'était imposé cette année sur le Tour de Burgos féminin. Et quand vous le voyez, il y a eu une édition du Tour de Castille et Léon également en 2003, l'étape 3 qui était partie. Et puis sinon, c'est le Tour de Burgos. Parmi les coureurs connus, on peut noter quand même Carlos Barbero qui est né dans cette région-là. Mais en fait, on n'est pas très loin de Burgos, hein, tout simplement. Donc, c'est vraiment la plupart des coureurs sont de Burgos. La Laguna Negra, eh bien, c'est la deuxième fois que le Tour d'Espagne ira. La dernière fois, c'était en 2020, sur l'étape numéro 3 du Tour d'Espagne, remportée à l'époque par Dan Martin, le coureur qui a pris sa retraite à la fin de l'année 2021. Il avait remporté cette étape 3 devant Primoz Roglic et Richard Carapaz. Wout Poels également et Vlasov étaient un peu plus loin avec Henrik Mas qui était maillot blanc à ce moment-là, Großschartner, Hugh Carty, Sepp Kuss également l'a déjà parcouru, Clément Champoussin, David Gaudu, Kenny Ellison, David Delagrousse, Guillaume Martin est fini 14e devant Marc Solé 15e. Ce jour-là, Thibaut Pinot n'avait pas pris le départ comme Matej Mohoric. Et surtout, c'était David Gaudu qui avait perdu du temps de tête sur cette journée. Voilà, oui, il avait fini 11e à 34 secondes. Il avait perdu un petit peu de temps. C'était pas là où il avait perdu le plus de temps sur la suite de la course avant de très très bien finir en fin de Vuelta. Un Tour d'Espagne qui était particulier. Hein. L'étape avait eu lieu le 22 octobre, c'est-à-dire extrêmement tard. Du côté de la météo, soleil sur le parcours entre 26 et 30 degrés, avec un vent de sud qui sera entre 10 et 30 km/h. Elle sera de côté sur le parcours et dans la dernière montée, il sera de dos. Est-ce suffisant pour faire des coups de bordure? Peut-être pas, mais on est sur des plateaux un petit peu dégagés. Parfois, le vent peut être un peu plus fort à 800, 900, 1000 mètres d'altitude. Donc, il faut toujours se méfier un petit peu. Du côté de la stratégie, pour moi, c'est une étape qui est assez difficile de savoir ce qu'on va avoir. Alors, soit grosse échappée avec victoire au bout, et puis pas d'attaque de leader, soit même stratégie, donc avec une grosse échappée, et des attaques, soit une plus petite échappée, 6-8 coureurs, victoire au bout, ou c'est pas forcément une grosse échappée, hein. On pourrait avoir une échappée un peu plus petite, entre 6-8 coureurs. Parce que je dis grosse échappée, c'est au-dessus de 12-13 coureurs hein, qu'on est sur une grosse échappée. Soit victoire d'un leader avec un peloton groupé, puis pourquoi pas des bordures aussi si le vent était un petit peu plus fort que prévu. C'est pour ça que parmi les favoris, je choisis plutôt une échappée. Donc j'ai mis Juan Pedro Lopez, j'ai mis Kevin Vauquelin, qu'on a assez peu vu hein, depuis le début de la course, j'ai mis Primoz Roglic. Pourquoi Lopez et Vauquelin? Parce que je pense que tous les meilleurs coureurs, les Kemna et autres, n'iront peut-être pas forcément dans cette échappée, ce qui pourrait donner des opportunités à des coureurs un peu plus en difficulté comme Juan Pedro Lopez et Kevin Vauquelin. Et puis en grosse cote, j'ai mis Omar Fraile, là aussi, pourquoi pas pour gagner une étape sur les 3 grands tours et égaler la performance de Lennard Kemna. Du côté du programme télé, comme d'habitude, Eurosport 1 pour les Rois de la Pédale, 14h30. On aura ensuite le direct à partir de 14h50, une arrivée prévue aux alentours entre 17h15 et 17h45, un petit peu comme d'habitude sur cette Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve ce soir sur TikTok. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. 21h ce soir, le débrief
sur YouTube. Demain, présentation de l'étape numéro 12 qui devrait plutôt convenir aux sprinters. D'ici là, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu et puis il y aura pas mal de contenu dans les jours à venir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.